les musiciens de Brême. Dans un petit village allemand, près de la ville de Brême, vivait un âne qui travaillait pour un meunier. Jour après jour, année après année, il portait des sacs de blé à moudre jusqu'au moulin. Mais plus il vieillissait, moins il arrivait à porter ces énormes sacs. Ses pattes flanchaient. Comme il était sûr que le meunier voulait se débarrasser de lui, il décida de s'enfuir. Il se trouve que l'âne avait toujours aimé la musique et il pensa qu'il pourrait gagner sa vie en jouant dans un orchestre. Aussi, par un matin radieux, il se mit en route pour Brême. Il rencontra un chien qui se reposait au bord de la route. « Oh là, le chien, que t'arrive-t-il » demanda-t-il. Oh, je suis trop vieux à présent pour chasser le renard avec les autres chiens de la meute. Mon maître avait l'intention de se débarrasser de moi, j'en suis sûr. Et c'est pourquoi je me suis enfui. Pourquoi ne m'accompagnes-tu pas à Brême? Tu pourrais jouer de la trompette, suggéra l'âne. Et le chien d'accepter. Tous deux prirent la route de Brême. Un peu plus tard, ils virent un chat à l'air malheureux au bord du chemin. « Oh là, le matou, qu'as-tu donc » dit l'âne. Je me fais vieux, mes dents ne sont plus aussi pointues qu'avant et j'ai du mal à attraper les souris. Ma maîtresse avait l'intention de se débarrasser de moi, j'en suis sûr. Aussi, je me suis enfui. Répondit le chat. Pourquoi ne nous accompagnes-tu pas à Brême? Nous allons nous joindre à l'orchestre de la ville. Puisque tu es un chat, tu pourrais venir pour jouer du violon, proposa l'âne. Et le chat d'accepter. Tous trois prirent la route de Brême. Plus tard, le petit groupe arriva dans une cour de ferme. Un beau coq était perché sur la barrière, poussant de vigoureux cocoricots. « Oh là, le coq, que t'arrive-t-il? Il est un peu tard pour chanter, » dit l'âne. Je suis vieux, je dors trop tard le matin. Le fermier est très en colère. Je suis sûr qu'il a décidé de se débarrasser de moi, expliqua le coq. Pourquoi ne pas t'enfuir avec toi à Brême? Nous allons rejoindre l'orchestre de la ville. Je jouerai de la batterie, le chien de la trompette et le chat du violon. Tu pourrais chanter, répondit l'âne. Et le coq d'accepter. Tous les quatre prirent la route de Brême. Mais Brême était beaucoup plus loin qu'ils ne l'avaient supposé. Et alors que la nuit commençait à tomber, la ville n'était toujours pas en vue. Oh, je pense que je suis un peu trop vieux pour ce genre d'aventure. Et j'ai très faim, gémit le chien. Je me sens plus fatigué que lorsque je chassais des souris, bougonna le chat. Ah, je suis sûr qu'il fait meilleur dans la cour de la ferme le soir, soupira le coq. Mais l'âne déclara: regardez, il y a une ferme là-bas dans les bois. Si nous y entrons à pas de loup, nous pourrons nous mettre à l'abri dans l'étable, et là, il y aura peut-être quelque chose à manger. Les quatre voyageurs se traînèrent jusqu'à la ferme, et l'âne regarda par la fenêtre. Que vois-tu? demanda le chat. Je vois une table chargée de mets et de boissons. Ah, mais autour de la table, il y a aussi 3 hommes au regard diabolique. Oh, des voleurs, chuchota l'âne. Les 4 amis étaient beaucoup trop affamés pour laisser échapper un repas. Aussi restèrent-ils tapis dans l'ombre afin d'élaborer un plan pour effrayer les voleurs. Puis, avec une belle assurance, l'âne mit les sabots de ses pattes avant contre l'appui de la fenêtre. Le chien grimpa sur son dos, le chat sauta sur le dos du chien et le coq vola sur le dos du chat.
Au moment où l'âne agita ses oreilles, ils se mirent tous à faire le plus de bruit possible. L'âne brayait, le chien aboyait, le chat miaulait et le coq chantait. Ils criaient tous à tue-tête. Quel tintamarre! Ensuite, les 4 amis pénétrèrent avec fracas dans la pièce par la fenêtre. Les voleurs furent si terrifiés qu'ils se précipitèrent hors de la maison et disparurent dans les bois. Et l'âne, le chien, le chat et le coq de s'asseoir autour de la table et d'engloutir un énorme repas. Ils mangèrent et burent jusqu'à s'en faire éclater la panse. Puis ils éteignirent la lumière et s'installèrent pour la nuit. L'âne étendit de la paille dans la cour de la ferme. Le chien se coucha en travers de la porte de la cuisine. Le coq volta au-dessus du tuyau de la cheminée. Et le chat se pelotonna près du feu. Fatigués et rassasiés, ils ne tardèrent pas à ronfler et à rêver de leur vie à Brême. Bondit sur lui, sifflant et crachant, et lui griffa le visage. L'homme se jeta en arrière, effaré. Il chercha à s'enfuir, mais le chien lui mordit la jambe. Il traversa la cour en boitillant, et l'âne lui donna une grande ruade avec ses sabots. Puis, le coq descendit en volant du tuyau de la cheminée et poussa des cris aigus dans ses oreilles. Le voleur déguerpit dans les bois. « Que s'est-il passé ?» demanda son chef. Il y a une sorcière dans cette maison. Elle m'a craché dessus et m'a écorché le visage avec ses griffes. Et il y a un nain qui m'a flanqué un coup de dague dans la jambe. Et dans la cour, un gros monstre noir m'a frappé avec son gourdin. Et une énorme chauve-souris m'a cassé les oreilles. Vite, filons! Nos 4 amis décidèrent alors qu'ils ne quitteraient jamais ce lieu. Ils n'allèrent pas à Brême et ils oublièrent l'orchestre de la ville. Petit Jean et le dragon de mer. Petit Jean habitait un paisible village de pêcheurs en Irlande où il ne se produisait jamais rien d'extraordinaire. La plupart des gens travaillaient durement. Lui était plutôt paresseux et lisait toute la journée des histoires de dragons. Son livre préféré s'intitulait « Tout ce qu'il faut savoir sur les dragons et les monstres ». « J'aimerais tant rencontrer un vrai dragon », se dit-il un matin. Son souhait ne tarda pas à devenir réalité. Cette nuit-là, une violente tempête se leva et la mer déchaînée inonda les champs proches du rivage, laissant derrière elle un océan de vases, des branchages et quantité d'algues enchevêtrées. Le lendemain matin, Petit Jean courut vers la plage, espérant trouver de nouveaux coquillages apportés par la tempête. Soudain, il aperçut un énorme tas d'algues qui semblait remuer. Il y enfonça un bâton. Et quelques secondes plus tard, il s'enfuit à toutes jambes. Il n'en croyait pas ses yeux. Le tas d'algues le poursuivait. De cet amas gluant émergea une horrible tête de dragon, surmontée d'une corne et de curieuses ailes couvertes de vases.
Petit Jean courut au village en criant « Attention, je suis poursuivi par un dragon !» Les gens riaient et se moquaient de lui. Ah, Petit Jean lit trop de livres sur les dragons, il en voit partout. Il ferait mieux de travailler comme tout le monde. Ce soir-là, le monstrueux dragon, à moitié couvert de vase, se montra à la fenêtre d'un café. Horrifiés, tous les clients s'enfuirent par la porte de derrière. Puis, Madame Laurie, l'une des commerçantes du village, aperçut le monstre qui mettait le feu à ses choux. Vite, elle courut se réfugier sur le toit de sa maison. Le dragon dévora ensuite toutes les boîtes de sardines du timide épicier Monsieur Martin. Il essaya même de le tirer hors de son lit en lui faisant peur. Tout le village fut bientôt pris de panique. Patrick O'Patrick, le policier, parcourait les rues à vélo en criant « Si vous tenez à la vie, fermez vos portes et vos fenêtres à double tour pendant la nuit !» Certains cherchèrent refuge dans le clocher de l'église, d'autres dans le village voisin. Petit Jean n'avait pas peur et décida qu'il ferait face au danger. Il resta chez lui. Alors qu'il relisait ses livres, il tomba sur ces lignes. Les dragons ne supportent pas de voir leur image dans un miroir. Cela lui donna une idée. Il ouvrit grand sa fenêtre et suspendit un énorme miroir en face de celle-ci. Puis, il éteignit la lumière et attendit. Minuit sonnait lorsque le dragon s'arrêta devant la maison de Petit Jean. Il passa la tête par la fenêtre, soufflant le feu et dégageant une forte odeur de vase. Caché derrière la porte, Petit Jean alluma brusquement. Le dragon aperçut soudain le reflet de son visage dans le miroir et hurla d'épouvante en retombant lourdement dans le jardin. Très effrayé, il courut ventre à terre à travers les rues jusqu'au port et plongea dans l'océan. On ne le revit plus jamais. Le Seigneur de la Rivière. Non loin de la rivière, un grand marin aux cheveux gris prit sa petite fille dans ses bras, l'embrassa, puis la reposa doucement sur le sol en lui disant « Au revoir, ma petite fille chérie. Sois bien sage. Un jour, je reviendrai, avec un sac plein d'or, et je ne te quitterai plus jamais. » Puis il remonta le chemin, longeant la rivière vers le port où les grands bateaux étaient amarrés. Et larmes aux yeux, Susan revint lentement vers Rive d'Ajon, son village. Elle sourit cependant, en voyant une famille de cygnes tout près d'elle. Elle se souvint du jour où son père avait sauvé un petit cygne. Un méchant garnement lui avait cassé une patte en s'amusant avec lui. Le père de Susan avait dû poser une attelle et prendre soin de l'oisillon jusqu'à ce qu'il puisse à nouveau nager. C'était un brave homme, et il ne concevait pas que l'on puisse faire du mal volontairement. Mais il ne s'était pas rendu compte que la femme qu'il avait engagée pour s'occuper de sa petite fille et de sa maison pendant son absence était méchante. Il pensait au contraire qu'elle aimait Susan comme sa propre fille. Dès qu'il fut parti,
La méchante femme cacha tout l'argent qu'il lui avait confié pour l'entretien de la maison. Susan dut se contenter de fruits, de pain et d'un peu de lait. Comme elle ne mangeait pas beaucoup, elle ne grandissait pas. Et Susan gardait toujours les mêmes vêtements. À la longue, ils furent tous usés. Comme la méchante femme ne les reprisait pas, Susan le faisait elle-même, du mieux qu'elle pouvait. Jour après jour, Susan guettait son père à la fenêtre. Elle allait souvent à la rivière voir les cygnes et gardait toujours un peu de son maigre repas pour eux. Elle était sûre qu'il l'aimait et comprenait ce qu'elle leur confiait. Les oisillons grandissaient et peu à peu, de belles plumes blanches remplacèrent le duvet brun. Ils avaient plus d'1 an maintenant. Le plus grand et le plus beau d'entre eux était justement celui qui avait eu la patte cassée. C'était un cygne splendide. Lorsqu'il se déplaçait, il semblait dire « Regardez-moi, je suis le seigneur de la rivière ». Quoique fier et majestueux, il était doux avec Susan et mangeait même dans sa main. Les mois passaient. « C'est bien long de ramener un sac d'or », confiait-elle à ses amis les cygnes. Un jour, la méchante femme annonça qu'elles allaient quitter Rive d'Agen. Susan implora et pleura en vain. On fit les malles et la petite fille fut poussée dans une carriole. Elles voyagèrent toute une nuit et tout le jour suivant. Enfin, vers le soir, Susan aperçut une ville. La carriole s'enfonça dans un dédale de petites rues et s'arrêta devant une vieille maison minuscule et très haute. Leur nouveau logis se situait tout en haut, sous les toits. Susan était maintenant très malheureuse. Elle pensait à son père qui allait trouver la maison vide en rentrant. Il n'y aurait personne pour lui dire où elle habitait. Elle cessa alors de repriser ses vêtements. Elle n'avait personne à qui parler. Ses amis lui manquaient et elle n'avait pas le droit de bavarder avec les gens de la maison. Un jour qu'elle regardait par la fenêtre, elle entendit un bruissement d'ailes. À son grand plaisir, elle aperçut un cygne magnifique qui volait lentement au-dessus des toits. Il tendait son cou dans toutes les directions, cherchant visiblement quelque chose ou quelqu'un. Oh, si seulement c'était l'un de mes amis qui me cherchait, pensa Susan. Mais le cygne ne la vit pas et disparut. Le lendemain, elle l'aperçut à nouveau et lui cria « Cygne, cygne, ramène-moi à Rive d'Agen !» « Que se passe-t-il » fit la méchante femme. « Ce n'est pas la peine de parler de Rive d'Agen. Tu n'y retourneras jamais. » Susan ne répondit pas. La nuit même, lorsque tout fut endormi, elle mit un châle sur sa tête, descendit doucement les escaliers et s'enfuit. « Je suis sûre que c'était mon cygne. Puisqu'il ne peut me trouver, c'est moi qui le retrouverai, » pensa-t-elle. Et elle se mit à parcourir la ville sombre en tous sens. Elle courut longtemps et finit par atteindre la campagne avec ses arbres et ses haies. Exténuée, elle s'assit sous le porche d'une ferme pour dormir un peu. Mais dès le lever du jour, elle repartit. Ses pieds lui faisaient très mal et elle chercha vainement une rivière qui ressemble à celle de Rive d'Agen, où ces cygnes auraient pu habiter. Elle aperçut alors une mare, un peu à l'écart de la route, et elle voulut s'y laver les pieds et se reposer. Elle écarta les buissons pour s'approcher de l'eau, et elle vit là, sur l'autre rive, un magnifique cygne blanc, occupé à lisser ses plumes. Dès qu'il aperçut Susan, il s'élança sur l'eau pour la rejoindre.
Ah, mon cygne, dit Suzon en pleurant. Il monta sur la berge et la fillette tomba à genoux en serrant ses bras autour du cou de son ami. Sentant son corps si puissant et si doux à la fois, elle pensa qu'elle n'avait jamais connu un instant aussi merveilleux dans sa vie. « Est-ce que tu me cherchais ?» demanda-t-elle en regardant ses beaux yeux noirs. Il inclina la tête et lui caressa les cheveux avec son bec. « Vas-tu me ramener à Rive d'Ajon ?» demanda-t-elle ensuite. Le cygne fit oui de la tête, gravement, et ajouta « Si tu n'as pas peur, je te prendrai sur mon dos. » Il s'allongea sur le sol et ouvrit ses ailes. Suzon s'étendit sur son plumage blanc, posa sa joue sur son cou et referma ses bras sur lui. Le noble cygne déploya ses grandes ailes et s'éleva dans le ciel. La petite fille, bercée par le balancement du vol et le bruissement des battements d'ailes, ne tarda pas à s'endormir. Lorsqu'elle s'éveilla, Suzon était allongée sur un confortable lit d'ajonc. Tout autour d'elle s'étendaient à perte de vue des bosquets d'ajonc. Elle s'assit, s'étira et vit un cygne qui avait veillé sur son sommeil et maintenant l'observait. « Elle est réveillée », murmura-t-il. Alors, de nombreux cygnes apparurent entre les ajoncs. Enfin, elle vit son ami. Il monta sur le lit d'ajonc, qui autrefois avait été un nid, et lui offrit gracieusement une petite miche de pain. Il étendit son aile au-dessus d'elle et lui dit « Un jour, ton père m'a sauvé la vie. Et toi, tu m'as donné à manger alors que tu n'avais rien. C'est à moi maintenant de prendre soin de toi jusqu'à ce que ton père revienne. Ne crains plus rien désormais. Je suis le seigneur de la rivière. » « Oh, mon cygne, comment te remercier ?» répondit-elle. Mais comme elle avait très faim, elle commença à manger sous le regard approbateur de ses amis. Elle demanda alors « Comment as-tu su où je me trouvais ?»« Ah, j'ai interrogé beaucoup d'oiseaux. Les mouettes qui remontent la rivière n'avaient rien vu. Seule une chouette vous avait aperçu la nuit de votre départ et avait tout raconté aux hirondelles. Celles-ci se sont renseignées un peu partout. L'une d'elles apprit par un martinet que dans une ville lointaine, une petite fille pleurait à sa fenêtre en parlant de Rive d'Ajon. Alors je suis partie. Au milieu de tous ces toits, je n'ai pas réussi à te voir. Mais j'aurais continué de te chercher si tu ne m'avais pas retrouvée. » Il poursuivit. « Les mouettes ont promis de nous prévenir dès que le bateau de ton père sera en vue. En attendant, tu resteras avec nous. À cet endroit, personne ne viendra te chercher. Nous t'apporterons à manger, et le matin, avant que les gens de la campagne ne partent au travail, tu pourras te baigner, si tu veux. Seras-tu sage, et feras-tu comme je te le demande ?» Suzon, heureuse, répondit en souriant. « Oui, mon cygne. » Le magicien d'Oz, la cité d'émeraude. Lorsque les dernières lueurs du jour disparurent, nos voyageurs s'installèrent sous un gros arbre pour la nuit. Dorothée alluma un feu, tandis que l'épouvantail se hâtait de ramasser des noisettes pour le dîner de la petite fille. Le lendemain matin,
Dorothée remarqua que les cimes des arbres ne se rejoignaient plus au-dessus de leur tête. Nos amis arrivèrent bientôt devant une large rivière au courant rapide. Ils découvrirent alors, pour leur plus grand plaisir, que sur l'autre rive s'étendaient de magnifiques prairies vertes, parsemées de fleurs aux couleurs vives. Des arbres chargés de fruits qui paraissaient succulents bordaient la route de briques jaunes. « Il faut que le bûcheron en fer blanc nous construise un radeau pour traverser la rivière !» dit l'épouvantail. Le bûcheron en fer blanc prit sa hache et se mit à l'œuvre. Quelques heures plus tard, nos amis s'installaient sur un radeau fait de rondins. Le bûcheron en fer blanc et l'épouvantail cédèrent de longues perches pour le faire avancer. Au début, tout alla bien. Mais, au milieu de la rivière, le courant emporta l'embarcation plus bas, loin, très loin de la route de briques jaunes. « Nous n'atteindrons jamais la cité d'Émeraude si nous n'arrêtons pas ce radeau !» s'écria l'épouvantail. Il poussa très fort sur sa perche, si fort qu'elle se planta dans la vase. Le radeau continua de dériver et le pauvre épouvantail resta cramponné à sa perche au beau milieu des eaux. « Au revoir !» lança-t-il à ses amis. Le bûcheron en fer blanc allait se mettre à pleurer lorsque le lion déclara « Il faut faire quelque chose. Je vais nager jusqu'à l'autre rive en tirant le radeau derrière moi. Tenez-vous à ma queue. » Il sauta dans l'eau et le bûcheron en fer blanc s'accrocha à sa queue. Malgré sa force, le lion avançait avec peine. Il réussit cependant à arracher le radeau au courant. Dorothée prit alors la perche du bûcheron en fer blanc et poussa l'embarcation vers la terre ferme. Ils étaient tous épuisés lorsqu'ils purent enfin poser le pied sur l'herbe bien verte. Ils s'inquiétaient pour l'épouvantail et, après quelques minutes de repos, ils commencèrent à remonter la rivière. Ils aperçurent bientôt leur ami, toujours accroché à sa perche, mais personne ne savait comment l'aider. C'est alors qu'une cigogne traversa le ciel. « Que faites-vous donc là ?» demanda-t-elle. « Nous réfléchissons à la manière de sauver l'épouvantail !» répondit Dorothée. La cigogne regarda l'épouvantail. « S'il n'était pas si grand et si lourd, je serais bien allée le chercher !» dit-elle. « Oh, mais il n'est pas lourd du tout, il est rempli de paille. Quelle joie si vous pouviez nous le ramener !»« Eh bien, je vais essayer !» répondit la cigogne. Elle s'envola, prit l'épouvantail par un bras et le ramena à ses amis. L'épouvantail était si content qu'il les embrassa tous. La gentille cigogne les quitta, heureuse d'avoir pu aider quelqu'un. Les voyageurs reprirent la belle route de briques jaunes. L'épouvantail chantait de joie. Partout autour d'eux, ce n'était que barrières vertes et maisons vertes. Tous les gens portaient des vêtements verts émeraude. « Nous devons approcher de la cité d'Émeraude, » dit Dorothée. À ces mots, une magnifique lueur verte apparut à l'horizon. Ils arrivèrent enfin devant le grand mur d'enceinte vert de la cité d'Émeraude. Ils trouvèrent une grande porte incrustée d'émeraude qui scintillait au soleil. Dorothée appuya sur la sonnette et entendit un tintement lointain. La porte s'ouvrit alors lentement et ils pénétrèrent dans une pièce voûtée. Devant eux se tenait un petit homme vêtu de vert. Il avait une grosse boîte verte à côté de lui. « Que venez-vous faire à la cité d'Émeraude » demanda-t-il. « Nous venons voir le grand Oz » répondit Dorothée. « Oh, voilà des années que personne n'a demandé à voir le grand Oz. Il est puissant et terrible. Et si vous le dérangez pour une futilité, il vous punira. » « Ce que nous avons à demander est très important et il paraît que le grand Oz est magicien. » répondit le lion. « Cela est vrai. Il gouverne la cité d'Émeraude avec une grande sagesse. Mais il est impitoyable avec ceux qui l'approchent par simple curiosité. Je suis le gardien des portes. Puisque vous demandez à voir le grand Oz, je vais vous mener à son palais, mais mettez ces lunettes. » Il ouvrit sa grande boîte et sortit quelques paires de lunettes vertes. « Si vous n'en mettiez pas, l'éclat de la cité d'Émeraude vous aveuglerait. Lorsque cette ville fut construite, Oz décida que tout le monde porterait des lunettes fermées à clé, jour et nuit, et moi seul détiens la clé permettant de les ouvrir. »
Le gardien des portes donna à chacun des lunettes et les ferma à clé. Puis, il guida nos amis à travers les rues éblouissantes de la ville. Tout y était vert, même les gens avaient la peau verte. Aux portes du palais, il les présenta à un soldat à barbe verte. Celui-ci s'éloigna pour annoncer au grand Oz que des visiteurs souhaitaient le voir. « Avez-vous vu le grand Oz ?» lui demanda Dorothée lorsqu'il revint. « Oh non, je ne connais personne qui l'ait vu. Quand je lui parle, il est toujours caché derrière un paravent. Il a dit qu'il vous recevrait, mais seulement l'un après l'autre. Et il ne veut voir qu'une seule personne par jour. Je vais vous montrer vos chambres. Le grand Oz vous enverra chercher demain. » Le lendemain matin, une jolie jeune fille habilla Dorothée d'une robe de soie verte et la conduisit à la salle du trône du grand Oz. Dorothée ouvrit la porte sans crainte et découvrit une salle magnifique décorée d'émeraudes. Sur un trône en marbre vert se trouvait une énorme tête. Ses yeux se déplaçaient lentement et la fixaient avec insistance. La bouche remua. « Je suis le grand et terrible Oz. Qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous venu ?» La voix sortant de la tête n'était pas aussi horrible qu'elle l'avait craint. « Je suis la modeste et humble Dorothée, et je suis venue demander votre aide, » répondit-elle. Les yeux la regardèrent pensivement. Puis la voix lui demanda d'où venaient ses chaussures d'argent et la marque qu'elle avait sur le front. Dorothée raconta comment sa maison était tombée sur la méchante sorcière de l'Est et l'avait tuée. La voix reprit alors. « Que voulez-vous de moi ?»« Aidez-moi à retourner au Kansas, auprès de mon oncle et de ma tante. » La tête roula bizarrement des yeux. Pour obtenir mon aide, il faut d'abord que vous m'aidiez. Allez au pays des Winkies et supprimez la méchante sorcière de l'Ouest. Mais c'est impossible! Vous avez déjà tué la méchante sorcière de l'Est et vous portez ces chaussures qui ont un grand pouvoir. Dorothée se mit à pleurer. Je n'ai jamais voulu la tuer. Si vous, qui êtes si grand et si terrible, ne pouvez tuer la méchante sorcière, comment le pourrais-je? Moi? C'est votre affaire. Allez et accomplissez votre tâche. Dorothée quitta la salle du trône en pleurant et retourna vers ses amis. Ils furent consternés en entendant son récit. Mais ils ne pouvaient rien faire pour aider la petite fille. Le lendemain, l'épouvantail fut conduite à la salle du trône. Il ne vit pas de tête, mais une femme extrêmement belle. Elle lui dit également que le grand Oz n'aidait personne sans obtenir quelque chose en retour. Si l'épouvantail voulait de la cervelle, il devait tuer la méchante sorcière de l'Ouest. Ce fut ensuite le tour du bûcheron en fer-blanc. Il se trouva devant une terrible bête, presque aussi grande qu'un éléphant, qui avait 5 yeux, 5 bras et 5 jambes. Elle dit au bûcheron que s'il voulait un cœur, il n'avait qu'à aider Dorothée à tuer la sorcière de l'Ouest. Le lion fut le dernier à être reçu par le grand Oz. Lorsqu'il entra dans la salle du trône, une boule de feu lui enflamma presque les moustaches. « Je suis le grand et terrible Oz. Apportez-moi la preuve que la méchante sorcière de l'Ouest est morte et je vous donnerai du courage. » dit la boule de feu. Nos amis se réunirent pour décider de la conduite à adopter. Il ne nous reste plus qu'à aller au pays des Winkies pour y tuer la méchante sorcière de l'Ouest, déclara le lion. Et ses compagnons en convinrent à contre-cœur.
Fête au paradis. Elle monta sur une bûche et sauta en battant des pattes. Après plusieurs essais infructueux, elle renonça. Elle décida alors de plaider sa cause auprès des oiseaux. La nourriture se fait rare et les temps sont durs. Il faut tout partager entre nous. Invitez-moi à votre fête, dit-elle. C'est impossible, Répondit le perroquet. nous savons bien que tu es gourmande, rusée et malpolie. En plus, tu ne sais même pas voler. Je reconnais mes torts passés, mais j'ai changé, je vous assure. Et si chacun de vous me prêtait une plume, je pourrais voler. Je serais si sage que vous ne vous apercevrez même pas de ma présence. Les oiseaux eurent pitié de la tortue et lui prêtèrent chacun une plume. La tortue avait fière allure, ainsi paraît. Ses plumes étaient si chatoyantes. Lorsqu'elle agita ses petites pattes, la tortue s'éleva en effet au-dessus du sol et vola vers le ciel. Des étoiles à l'arc-en-ciel et de la lune aux nuages gorgés de pluie, c'était la fête. Que la tortue, bousculant tout le monde, se mit à dévorer tout ce qu'il y avait de meilleur. Elle s'empiffra tant qu'on aurait dit un véritable ballon. Les oiseaux étaient furieux. Certains essayaient bien de grappiller quelque chose, mais la plupart étaient trop en colère pour manger. Le perroquet, honteux, s'excusa auprès de leur hôte. Ce glouton a gâché votre fête. Je suis désolé de l'avoir amené avec nous. L'un après l'autre, les oiseaux reprirent les plumes qu'ils avaient prêtées à la tortue et rentrèrent chez eux. La tortue ne s'en aperçut même pas. Elle était trop occupée à manger pour lever la tête ou dire au revoir. Lorsque, enfin, elle regarda autour d'elle, il n'y avait plus personne, en dehors de l'oiseau de nulle part sur son nuage. Elle n'avait plus de plumes. Sa carapace était lisse et brillante. Enfin cours, revenez, attendez-moi, comment vais-je rentrer? Perroquet, porte au moins un message à ma femme, cria-t-elle à la bande d'oiseaux qui plongeait vers la terre. Le perroquet tourna la tête et siffla. Que faut-il donc lui dire? Demande-lui de sortir tout ce qu'il y a de mou dans la maison. Les coussins, les lits, les couvertures, les tapis, pour que je ne me fasse pas mal en tombant. Entends-tu, vieil imbécile? Le perroquet fit bien un détour par la maison de la tortue. Mais au lieu du message convenu, voici ce qu'il dit. L'oiseau de nulle part a fort admiré la carapace de votre mari. Là-haut, il n'y a que des plumes, des nuages et des fruits. Voyez-vous? Cette carapace si ferme et si dure l'a ravi.
Votre mari vous demande de sortir de votre maison tout ce qu'il y a de solide, de dur et de piquant pour que l'oiseau de nulle part puisse les apercevoir de là-haut. Mais volontiers, répondit Madame Tortue. Que tout était prêt. Il ferma les yeux et sauta. Il tourna 1000 fois sur lui-même dans sa chute et crut qu'il n'en finirait jamais de tomber. Il arriva enfin sur l'amoncellement d'objets préparés pour lui, avec un bruit d'œufs écrasés. Sous le choc, sa carapace se cassa en 1000 morceaux. Sa femme ne put supporter de le voir ainsi, si maigre et si vert. Elle chercha un tube de colle et elle recolla soigneusement Québec. Il s'appelait Québec. Un jour, un fermier aperçut Québec dans son champ et hop, il le mit dans sa musette. « Je le donnerai à ma petite fille pour qu'elle joue avec lui », se dit-il. Lorsqu'il arriva chez lui, il sortit Québec de sa musette. Jeannette, sa petite fille, applaudit des deux mains. Elle donna du lait au petit veau et le mit dans un clapier qui ne servait plus. Tous les jours, elle le promenait au bout d'un ruban de satin qu'elle avait noué autour de son cou. « Ne lâche pas le ruban, sinon il retournera au pays des fées, » prévint sa mère. « Je ne pense pas qu'il voudra me quitter. Je l'aime tant, » répondit Jeannette. Un jour qu'ils se promenaient ensemble, Québec gambadait et tirait sur le ruban que la petite fille tenait bien serré dans sa main. Soudain, un petit lutin vert, portant un chapeau rouge et pointu, apparut devant eux. Il s'inclina et demanda à Jeannette. « Aurais-tu envie de voir une maison de fées ?»« Oh oui. A-t-elle une petite cheminée ?» demanda la fillette. « Oui, et de la fumée s'en échappe. » Ils se mirent en route tous deux. Jeannette tirait Québec derrière elle. Ils atteignirent enfin un bosquet de roseaux. Au pied de celui-ci, Jeannette aperçut une toute petite maison, pas plus grosse qu'un potiron, avec un toit de chaume. De la fumée sortait de la cheminée. « Entre donc !» fit le petit lutin. « Mais je suis trop grande et la maison est beaucoup trop petite !» s'exclama Jeannette. Alors, la maison grandit, et la petite fille put bientôt entrer par la porte. Elle était si excitée qu'elle laissa échapper le ruban et Québec resta dehors. Quand le soir tomba, les parents de Jeannette, inquiets de ne pas la voir rentrer, partirent à sa recherche. Ils entendirent la clochette de Québec. Marchant dans cette direction, ils arrivèrent devant le bosquet de roseaux où Jeannette avait rencontré le petit lutin vert au chapeau rouge. Ils trouvèrent leur fille endormie à côté d'une lanterne en forme de potiron. C'était tout ce qui restait de la petite maison de fées. Le père prit Jeannette endormie dans ses bras, la ramena chez eux et la déposa dans son lit. Elle dormit jusqu'au lendemain matin.
La chanson de la locomotive. Soufflante, pesante, mais vaillante, la locomotive montait la pente. Elle emportait ses lourds wagons en haletant sa chanson. Teuf, 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 je veux, je peux, je veux. Chut, au sommet, j'irai, j'irai, je veux, je peux, je veux. Chut. Quand enfin le sommet fut atteint, alors combien changea son refrain. Les roues se joignirent à sa joie, la locomotive filait sur la voie. Je savais que j'irais au sommet, maintenant roulons en rugissant. La voix est douce en descendant, dévalons la pente en chantant.